La famille instruit mal, et même élève mal. La communauté du sang y développe des affections inimitables, mais mal réglées. C'est que l'on s'y fie. Ainsi, chacun tyrannise de tout son cœur. Cela sent le sauvage. Une entière confiance sans aucune liberté. On peut tout exiger, mais aussi l'on doit tout. Quand la famille vit sur elle-même comme une plante, sans le bon air des amis, des coopérateurs et des indifférents, il y naît un fanatisme qui n'a point d'égal. C'est une fureur d'admirer et ensemble de blâmer. On ne permet point la dissidence parce que l'on espère trop l'accord. Le trait le plus marquant de cette existence purement biologique, c'est la différence des âges, qui fait que la hiérarchie est partout. On s'étonne des querelles entre frères, mais il faut penser qu'il y a toujours un aîné et un jeune. La communauté s'y trouve, non l'égalité. Le corps s'en trouverait bien, mais l'esprit se met en révolte, dont la nature le punit. Cela fait des drames, et déjà dans un petit bonhomme de 7 ans, il faut convenir que la moindre pensée est injurieuse à l'égard d'un père ou d'une mère. Il faut convenir que c'est très bien ainsi, et que cela ne peut être qu'ainsi. Il me semble que les communautés religieuses traduisent cette opposition, mais abstraitement, c'est-à-dire par simple négation. L'idée que les liens de famille font obstacle au salut est une idée forte, quoique non développée. Il faut comprendre que l'esprit chrétien fut un esprit de libre pensée, et l'est encore, et le sera toujours. Et la doctrine du salut personnel sera toujours un scandale devant l'institution biologique. Inversement, les droits du chyle et les revendications de la pulpe nourricière feront toujours scandale devant l'esprit. D'où cette division, célébrée en Polyeucte. Il est de nécessité que l'opposé imite son opposé. La naïve Église est une famille d'esprit qui reconstruit la famille. Ce que l'on retrouve dans le festin mystique, négation et imitation à la fois de la table familiale. D'où l'obligation de vénérer et de croire, et une insurmontable difficulté à sortir d'enfance. Ces tissus de société devraient être étudiés physiologiquement, car de toute façon, la biologie nous porte, et par suite nous gouverne toujours. Combien d'hommes sont enfants de doctrine, à l'image de ces pères qui sont encore enfants devant l'ancêtre? La métaphore du Père éternel est juste comme ces mouvements de vie, qui dépassent de si loin nos maigres pensées, souvent les annonces et toujours les règles. Si l'on cherchait maintenant le moyen terme, on trouverait l'école. Qui n'a point connu l'école ne sait rien de sa pensée. Voilà un autre tissu de société et un bel objet pour le naturaliste. Mais on n'y regarde guère. Cela se forme par les jeux, où nécessairement les mêmes âges se recherchent. Les enfants se trouvent naturellement rassemblés, et tout aussi étrangers en leur république des jeux, à la société des échanges qu'à la société familiale. Mais comment essayer l'exacte analyse de cette autre société, qui n'a point d'industrie réelle, qui n'a peut-être point d'affection réelle, et qui se trouve échappée pour un temps aux besoins et aux plus dures nécessités? Toujours est-il que la démarche de l'esprit n'y a rien de tragique, et que le jeu lui-même conduit naturellement à une pensée de jeu, qui choisit et limite ses problèmes, et nie les conséquences. Il est assez clair que l'enfant qui fait une faute de calcul n'est pas ruiné pour cela. Ici, l'erreur trouve sa place. On lave l'ardoise, et il ne reste rien de la faute. C'est là que l'esprit prend cet air de négligence, qui n'est point bon tout seul, mais qui est pourtant de première valeur, comme le pouvoir de tomber sans se tuer est pour le gymnaste. Cela est nouveau. On aperçoit à peine les fruits d'une organisation de société où tout esprit aurait été libre et juge de soi pendant un petit moment.